Un concentré du monde dans le sud de la France, à la Roya, un monde construit par Cédric Héroux, cet agriculteur devenu voix des sans-voix. Bonsoir monsieur, on est ravis de vous recevoir, de ces migrants qui traversaient la frontière italienne vers la France. Vous avez réussi à créer, après plusieurs procès, une enclave apaisée où ces compagnons d'Emmaüs désormais peuvent se reconstruire par l'agriculture notamment. Extrait d'Enquête de région, les rebelles de la République, c'est un reportage d'octobre 2010, signé Nathalie Jourdain et Frédéric Serrouli pour France 3 Côte d'Azur, et je crois que c'est plutôt octobre 2020. On regarde sur cet extrait, on se retrouve juste après. C'est bon. Nous sommes à Breil-sur-Roya, ou plutôt sur ses hauteurs, sur les terres de Cédric Héroux. Une ferme où l'on ne vient qu'à pied. Pour se déplacer, c'est sur ses mollets qu'il faut compter. 3 hectares de terrain, raides, que les restanques peinent à adoucir. Ça va ? C'est pourtant ici qu'ils ont choisi de se poser pour travailler la terre. Moi, je ne connais pas bien l'agriculture, mais j'étais un étudiant de biologie. J'ai voulu faire la botanique. Votre pays, c'est où? C'est le Tchad. Son coéquipier du jour vient du Sénégal. Il y cultivait des pommes, des oranges, dans un décor bien différent. Tout ça, il est comme ça. Tout ça, il est bien. Tout ça, il est plat. Mais c'est pas comme la montagne, non. c'est pas comme ça. Oui. Travailler ici, sarder ici, mais c'est un peu compliqué. Parce qu'il y a beaucoup de cailloux. Oui. Les 2 hommes sont étrangers, en règle. Ça n'a pas toujours été le cas de ceux qui sont passés par ici. En 2015, la vallée de la Roya est traversée par des étrangers en migration venus de l'Italie voisine. Au pied de sa ferme, Cédric Héroux les voit marcher, affaiblis, abîmés. L'association Défends ta citoyenneté est créée pour organiser chez l'agriculteur un accueil d'urgence, un abri, un accompagnement juridique. L'action de Cédric Héroux fera l'objet d'un film et de nombreux procès. Des centaines de candidats à l'exil ne feront que passer chez lui. Les rares à vouloir rester voudront y travailler pour s'occuper en attendant l'issue de leur demande d'asile. Un agriculteur engagé, devenu la voix des migrants, ou en tout cas une voix forte des migrants. Bonsoir Cédric Héroux. Bonsoir. On est ravis de vous recevoir dans le tête-à-tête du 18h. Vous publiez Terre commune, un texte engagé, mais un très beau texte qu'on prend grand plaisir à lire aux éditions du Seuil dans la collection Libelle. Agriculteur et désormais fondateur de Emmaüs Roya. Vous écrivez, monsieur, ces quelques hectares qui faisaient vivre modestement une personne. Vous parlez des terres auxquelles vous avez entre guillemets renoncé parce que maintenant vous les cultivez à plusieurs, font maintenant vivre une quinzaine. Vous ne regrettez rien de cette bifurcation majeure de votre vie? Bah, pas pour l'instant en tout cas. Non, mais c'est une très belle expérience. En fait, au début, en fait, je suis venu dans la Roya. Vous l'avez payé cher quand même. Hein. Non, pas tant. C'était intéressant, on va dire, de connaître un peu la justice, de voir un peu comment. Parce que je voulais pendant mes procès, c'est savoir un peu comment la justice se positionnait. Et ce qui est marrant, c'est qu'on a eu la réponse après avec l'accueil des Ukrainiens, qui était ultra favorable, et qu'il n'y a pas eu en fait tous ces déboires qu'on a vécu dans la vallée de la Roya, où l'accueil a été géré par l'État, et il y a une volonté en fait de la France de faire un accueil digne, noble et pragmatique. Et on n'a pas eu en fait le problème qu'on a eu dans la vallée de la Roya. Il n'y a pas eu ces problèmes dans le Calaisis, et les choses se sont bien faites, se sont bien déroulées, quoi. Et chose qui n'était pas le cas en 2016-2017, quoi. On rappelle, vous avez été poursuivi pour avoir pris en charge en 2016 plusieurs migrants. Vous avez été condamné, relaxé. Et grâce à vous, dites-nous en quelques mots, vous êtes allé devant la Cour constitutionnelle. Et grâce à la question de constitutionnalité que vous aviez posée aux magistrats, le principe de fraternité a été reconnu et qui
annule en quelque sorte le délit de solidarité pour lequel vous aviez été accusé. Ça, c'est une victoire morale aussi. Oui, morale, et puis surtout qui reflète aussi notre devise, une devise qui emmène à un devoir aussi, un devoir de tout citoyen, c'est de faire vivre notre devise, liberté, égalité, fraternité. Et la question qu'on a posée, en fait, c'est est-ce que la loi en vigueur, ce qu'on appelait vulgairement le délit de solidarité, ne mettait pas à défaut, en fait, notre valeur constitutionnelle, la valeur au niveau de la fraternité. Donc on a demandé, en fait, à être libre d'être fraternel. La fraternité a été mise à valeur constitutionnelle, et ce qui a rendu anticonstitutionnelle la loi, qui a été réécrite, et j'ai été rejugé avec cette loi qui a été réécrite. Ouais. Alors, moi, j'ai trouvé qu'il y avait une pédagogie de la terre, en fait, dans votre livre. Vous décrivez d'ailleurs avec beaucoup d'amour, oui, comment ces migrants, parfois, j'imagine qu'ils sont en demande d'asile ou voilà, en demande de papier, en tout cas, qui revivent sur votre terre, sur leur terre, se régénèrent en apprenant à récolter, en apprenant à planter, en apprenant à fabriquer. Et que ça fait partie de la reconstruction. Est-ce que vous seriez d'accord avec cette analyse? Oui, c'est aussi le plaisir de vivre le jour présent et de redécouvrir en fait le plaisir de vivre, tout simplement. C'est que des personnes qui sont en souffrance, parce que Emmaüs, en fait, ça fait de l'accueil inconditionnel. Il y a 122 communautés Emmaüs. Nous, on a la particularité de faire de l'agriculture. Il faut savoir que c'est l'accueil inconditionnel. Donc, on a des Français, des étrangers en situation régulière ou irrégulière. On prend toutes personnes en fait qui sont en précarité, hommes, femmes, familles. Et c'est comment dire, souvent en fait le bonheur est un concept à vision du futur, et on essaye en fait à ce que les personnes soient conscientes de ce qu'elles vivent au jour le jour, et qu'elles reprennent un peu l'amour de la vie au jour le jour. C'est planter des légumes, avoir les mains dans la terre, voir pousser des légumes, récolter les légumes, ces graines-là qu'on a semées, et aussi de reconstruire une société, du vivre ensemble. C'est que c'est des personnes qui ne sont pas choisies, c'est une coloc un peu forcée, c'est un choix par défaut, c'est des gens qui n'ont pas envie d'être agriculteurs. On a d'anciens militaires, on a d'anciens instituteurs, donc c'est tout ce monde-là qui se mélange et qui vit ensemble, qui dort les uns à côté des autres dans des chambres individuelles, et aussi qui ont une activité au sein en fait du collectif, pour le collectif, et qui œuvrent ensemble tous les jours, avec les difficultés forcément du vivre ensemble, mais avec ces règles un peu de... Souvent, en fait, quand je parle de règles, quand il y a des nouvelles personnes, c'est des règles qui paraissent évidentes. C'est pas de racisme, pas de sexisme, pas de déboire, pas d'excès d'alcool, etc. Et tous les gens disent, bah oui, ça a l'air complètement... Enfin, ce socle commun, en fait, qui nous unit, et qui font ces règles qui nous unissent et qui permettent, en fait, le vivre ensemble, quoi. Ce socle commun j'ai l'impression qu'on perd en France et ailleurs dans le monde, d'ailleurs. Ça n'est plus dans cette belle campagne où vous vous étiez établi, si j'ai bien compris votre récit. Vous avez, grâce à une levée de fonds, me semble-t-il, acheté une maison que vous retapez, et vous êtes au cœur du village. Et vous racontez comment une grand-mère voisine qui regardait en fronçant les sourcils ces petits enfants noirs qui venaient courir et qui étaient sûrement des migrants qui allaient lui causer des soucis. Maintenant, le soir, alors on ne va pas faire de naïveté béate, mais c'est joli, donc je le partage, est contente de voir cette petite fille lui sauter au cou quand elle rentre, et que finalement la cohabitation, parfois qu'on décrit, peut très bien se passer. C'est vrai qu'au départ, il y avait une inquiétude qu'on a acheté ce bâtiment, et quand la communauté en fait est sortie de chez moi, on a déménagé de chez moi, on allait en plein cœur du village, il y a les voisins qui ont appelé le maire en disant très inquiets, oui, il y a Cédric Héroux, une communauté avec des précaires. Les gens avaient peur. Parce qu'en fait, on accueille des étrangers aussi, des Français, mais aussi des étrangers. Et dans le mot étranger, il y a la notion d'étrangeté, d'étrange, chose qui fait peur, le méconnu, l'inconnu. Et c'est vrai que les voisins au départ nous regardaient un peu comme ça, un peu de travers. Et petit à petit, avec l'histoire de la vie, les bonjours, au revoir, la fête des voisins par exemple, qui a réuni tout le quartier, où on a mangé ensemble, on a partagé un repas. En fait, ce contact, ce mélange en fait entre les voisins et aussi les compagnes et les compagnons, ce qu'on appelle comme ça les gens d'Emmaüs, c'est créé une espèce de lien un peu naturel, spontané, et qui a complètement cassé tous les clichés. Est-ce qu'on peut sortir n'importe quel livre pour avoir n'importe quel discours politique en essayant de chercher le pragmatisme, etc. Le pragmatisme, on le retrouve dans la vie de tous les jours avec ces gens qui vont faire le marché, qui vont cultiver des légumes, qui rencontrent les voisins du quartier, et c'est comme ça, je crois, qu'on recrée en fait la notion du vivre ensemble.
Alors il y a une réflexion, on se rappelle, il y a les propos d'Omar Sy récemment qui ont fait un peu de polémique dans ce qu'il a, son ressenti en tout cas sur ce qu'il considérait comme peut-être 2 poids 2 mesures vis-à-vis de l'accueil des réfugiés ukrainiens versus ceux qui venaient des guerres qui chassent les habitants de l'Afrique ou les conditions économiques. Et vous le dites, vous l'écrivez, vous étiez évidemment ému par cette solidarité, mais vous auriez aimé aussi qu'il y ait des mains qui se tendent de la même façon pour ces jeunes ou moins jeunes qui traversent dans des conditions des fois très difficiles la frontière avec l'Italie. La différence entre ces 2 populations est bien leur couleur de peau. Ouais, bien la couleur de peau, parce que souvent on a dit oui, c'est la religion. Mais moi, j'étais en procès pour avoir aidé des Érythréens. Les Érythréens ont exactement la même religion que les Ukrainiens. Et souvent, en fait, j'ai dénoncé ce racisme d'État, qui pour moi est une réalité, en fait, que la réalité que j'ai vécue. Tout le monde disait non, c'est pas possible de dire ça, Monsieur Hérault, etc. Et on l'a bien vu avec les Ukrainiens. Enfin, tant mieux que la France ait changé, tant mieux qu'on ait réussi à accueillir. Mais en fait, moi, ce qui m'a troublé, c'est quand l'État français, quand le gouvernement français veut bien accueillir, veut bien faire les choses, il y arrive. Il a voulu faire en sorte que l'accueil se passe mal avec les Africains. On le voit, les conséquences à Calais, etc. On le voit à Paris avec toutes ces tentes qui sont sous nos ponts, etc. Et avec les Ukrainiens, ça s'est bien passé. En fait, c'est qu'on veut, on peut. Et vous dites aussi, nous, on y arrive. Que l'État ou que le gouvernement ou que les institutions, bref, s'emparent de ce qu'on fait, de ce qui marche, pour montrer que dans, évidemment, les limites de la loi, etc., il y a des choses qui marchent, qui fonctionnent. C'est pour ça que le gouvernement devrait s'inspirer aussi de ce qui se passe dans la rue, dans le quartier, avec toutes ces associations qui œuvrent et qui sont une richesse pour la France. C'est des gens qui travaillent bénévolement, avec des bénévoles, des associations, et s'inspirer en fait pour rédiger des textes de loi, s'inspirer pour créer des dynamiques politiques de ce qui se passe sur le terrain. On est là tous les jours, les mains dans la terre, et à œuvrer, écoutez-nous, quoi. Ce que j'ai envie de dire, c'est à Darmanin, c'est de lui dire, écoutez-nous, on a des solutions aussi. C'est qu'on n'a pas forcément que des solutions répressives. Et ce qu'il faut comprendre aussi, qu'il n'est pas de ministère de l'immigration, que la migration soit gérée par le ministère de l'Intérieur. Le ministère de l'Intérieur, c'est un pouvoir répressif, et on encadre en fait la migration qu'avec un pouvoir répressif, alors qu'il y a des solutions. Parce que je pense que il faut sortir, je pense, du clivage pour ou contre la migration. La migration est un fait. On est 8 milliards en ce moment, on est 8 milliards. Donc forcément, il y aura beaucoup plus de personnes en migration dans les années futures, avec les causes politiques, climatiques, économiques. Donc je pense que les citoyens français, ce qu'ils veulent, en fait, c'est pas être pour ou contre la migration. Ce qu'ils veulent, c'est que ça se passe bien. Et comment, en fait, comment faire en sorte que ça se passe bien. Et c'est pour ça qu'il faut s'inspirer des associations comme Emmaüs Roya, par exemple, ou Utopia à Paris, ou plein d'autres. Comment, en fait, on fait pour gérer l'accueil et faire en sorte que la migration se passe bien. Alors peut-être une note un peu plus triste, et j'ai pas envie d'écorcher son prénom. Vous donnez l'exemple d'un jeune qui avait retrouvé le sourire chez vous et que vous avez recroisé 2 ans plus tard, je crois, à Calais, dans un état où ça vous a brisé le cœur. Ouais, complètement. C'est que j'ai eu beaucoup de jeunes qui sont arrivés d'Érythrée en 2016. Et c'est un jeune qui était fort dynamique, qui avait... après, il venait de passer une frontière, il a été accueilli d'une bonne façon, pas forcément dans le confort, parce qu'il dormait dans une tente à la maison, mais en fait, il était considéré comme un individu. Et je l'ai retrouvé par hasard 2 ans après. Il vous dit Cédric, il vous appelle. J'étais sur moi, en fait, on courait, je l'ai pas reconnu au départ. Et il était dans un état pitoyable. Mais ce qu'il faut comprendre, en fait, c'est que la rue, en fait, de vivre dehors, je ne sais pas si les gens qui nous regardent là ce soir ont déjà vécu... Ça tue ou ça rend fou? Ça tue, ça tue. C'est que l'espérance de vie dans la rue, c'est 40 ans, en fait. On meurt à 40 ans dans la rue. Et qu'est-ce que crée la précarité? C'est pour ça qu'on n'est pas des idéologues, en fait. C'est que ce qu'il faut, en fait, c'est lutter contre la précarité, pour lutter contre l'ensauvagement, on en a entendu parler il n'y a pas si longtemps que ça, et lutter contre la délinquance, c'est en donnant un toit, en donnant une activité. Donc ce que fait Emmaüs Roya, c'est modeste, c'est petit, c'est 15 personnes, c'est pas grand-chose, mais en tout cas, c'est quelque chose sur lequel on peut, je l'espère, qu'on puisse s'inspirer. Et en tout cas, c'est l'idéal que vous partagez avec nous, une terre commune. Vous avez changé de vie pour ça. Merci beaucoup, Cédric Hérault, d'avoir été... De rien beaucoup. L'invité du 18h de France Info, à lire aux éditions du Seuil, collection Libelle. Vous étiez l'invité du tête-à-tête du 18h. Tout de suite, c'est l'info brute, et ensuite, l'info
en douceur et complète avec Lucie Chaumette. Excellente soirée. À très vite sur France Info.